Les masses n'ont jamais eu soif de vérité. Elles se détournent des évidences qui ne sont pas à leur goût, préférant déifier l'erreur si l'erreur les a séduites. Celui qui peut leur fournir des illusions est facilement leur maître. Celui qui tente de détruire leurs illusions est toujours leur victime. Carl Jung, psychologue, pensait que notre incapacité à faire face aux forces de notre propre psyché constituait une plus grande menace pour la société que les forces naturelles ou les maladies physiques. Comme le dit le proverbe latin, « l'homme est un loup pour l'homme », ce qui signifie que nous sommes nos plus grands ennemis. Ce proverbe, selon Jung, dans Civilization in Transition, est une vérité triste mais intemporelle, et nos tendances à ressembler à des loups sont les plus évidentes au cours des périodes historiques où la maladie mentale devient la norme plutôt que l'exception dans une société, une situation qu'il a qualifiée d'épidémie psychique. Il écrit qu'il devient de plus en plus évident que la plus grande menace pour l'humanité n'est pas la famine, les tremblements de terre, les bactéries ou le cancer, mais bien l'homme lui-même, pour la simple raison qu'il n'existe pas de défense suffisante contre les maladies mentales, qui sont bien plus destructrices que les catastrophes naturelles les plus graves. Dans cette vidéo, nous examinerons les psychoses de masse, la plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques. Une psychose de masse est une épidémie de folie qui survient lorsqu'une partie importante d'une communauté devient délirante et perd le contact avec la réalité. Le phénomène en question n'est pas une œuvre de fiction. Les chasses aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles en Amérique et en Europe, ainsi que le développement du totalitarisme au XXe siècle, sont deux exemples de folie collective. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela nous aidera à faire connaître ce contenu à un plus grand nombre de personnes. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle le plus grand danger pour l'humanité vient de l'esprit humain lui-même? Laissez votre avis dans les commentaires, débattons-en. Des milliers de personnes, principalement des femmes, ont été assassinées pendant les chasses aux sorcières, non pas parce qu'elles avaient commis des crimes, mais plutôt parce qu'elles étaient utilisées comme boucs émissaires par des communautés démentes. Francis Hill affirme qu'après l'épuisement de la folie, il ne restait presque plus de femmes en vie dans certaines communautés suisses. Les conséquences d'une psychose généralisée sont désastreuses. Après avoir étudié ce phénomène, Jung a affirmé que les membres de la société infectée descendent involontairement à un niveau intellectuel inférieur et deviennent moralement et spirituellement inférieurs. Ils deviennent plus irrationnels, négligents, émotifs, imprévisibles et indignes de confiance et pire encore, le groupe épris de folie commet ouvertement des actes que l'individu seul ne pourrait jamais tolérer. Le fait que les personnes atteintes d'une psychose de masse ignorent ce qui se passe ne fait qu'aggraver la situation. Il n'y a pas de point d'Archimède à partir duquel les personnes atteintes de psychose de masse peuvent voir leur folie collective, tout comme une personne qui est devenue folle ne peut pas sortir de sa tête pour voir les erreurs qu'elle a commises. Mais qu'est-ce qui déclenche une psychose de masse? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord étudier ce qui rend une personne folle. Bien que la consommation excessive de drogue ou d'alcool, les lésions cérébrales et d'autres troubles fassent partie des nombreuses causes possibles de la folie, nous ne nous intéresserons pas à ces questions médicales dans le cadre de cet article. Les déclencheurs psychologiques, également connus sous le nom de déclencheurs psychogènes, étant les causes les plus fréquentes de psychose de masse, nous nous intéresserons à eux. Une poussée d'émotions négatives, comme la peur ou l'inquiétude, qui fait paniquer une personne, est la cause psychogène la plus fréquente de psychose. Comme il est extrêmement éprouvant pour l'esprit et le corps de rester dans cet état hyperémotif, les personnes en proie à la panique chercheront instinctivement à se soulager. Si des stratégies d'adaptation telles que l'affrontement et l'élimination de la menace induisant la peur peuvent aider les personnes à échapper à l'état de panique, la crise psychotique est une autre option pour y parvenir. Contrairement à la croyance populaire, une crise psychotique n'est pas un plongeon dans un état de désordre plus grand, mais plutôt une réorganisation de l'univers expérientiel qui combine la réalité et les illusions, ou les faits et la fiction, d'une manière qui aide à mettre fin aux crises de panique. L'un des plus grands spécialistes de la schizophrénie du XXe siècle, Silvano Arietti, décrit les processus psychogéniques qui aboutissent à la folie. Il y a d'abord la phase de panique,
au cours de laquelle le patient commence à voir les choses différemment, à en avoir peur, à avoir l'air perplexe et à être incapable d'articuler les événements bizarres qui se produisent. L'étape suivante est ce qu'Arietti appelle une phase d'introspection psychotique, au cours de laquelle la personne est capable de donner un sens à ses expériences anormales en adoptant une perspective pathologique de la réalité. Parce que le patient reconnaît enfin des liens et un sens à ses expériences, le processus est connu sous le nom d'insight. Cependant, l'insight est psychotique car il est fondé sur des délires plutôt que sur des réponses saines et constructives aux menaces qui ont provoqué la panique. Selon Arietti, une crise psychotique peut être considérée comme une manière atypique de faire face à un état d'inquiétude intense, car les délires, en d'autres termes, permettent à la personne paniquée d'échapper à l'afflux de sentiments désagréables, mais au prix d'une perte de contact avec la réalité. Si une personne faible et vulnérable subit un afflux d'émotions négatives susceptibles de provoquer un épisode psychotique, alors une population de personnes faibles et vulnérables peut connaître une psychose de masse si elle est effrayée par des menaces réelles, imaginaires ou inventées. La manière précise dont une psychose de masse se développe varie en fonction du contexte historique et culturel de la société touchée, mais à l'ère moderne, la psychose de masse du totalitarisme semble constituer la plus grande menace, car les délires peuvent prendre de nombreuses formes différentes et la folie peut se manifester d'innombrables façons. Selon Arthur Versluyß, le totalitarisme est la manifestation contemporaine d'un pouvoir d'État totalement concentré, combiné au mépris des droits de l'homme individuel. Les victimes et les masses objectivées coexistent dans l'État totalitaire avec la classe dirigeante. Dans une société totalitaire, la population est divisée en deux groupes, les gouvernés et les gouvernants, et les deux groupes subissent des changements pathologiques. Les dirigeants se voient attribuer une position quasi divine, ce qui est en totale contradiction avec le fait que nous sommes des créatures faillibles, facilement entachées par le pouvoir. De l'autre côté, le peuple devient le sujet dépendant de ces dictateurs malades et devient infantile et psychologiquement régressif. Hannah Arendt, l'un des plus grands spécialistes de ce type de gouvernance au XXe siècle, a décrit le totalitarisme comme un effort visant à modifier la nature humaine. La transformation sociale qui s'opère sous le totalitarisme est fondée et entretenue par des illusions, car seuls les hommes et les femmes trompés régressent au statut infantile de sujets obéissants et soumis et remettent le contrôle total de leur vie aux politiciens et aux bureaucrates. Toutefois, cette tentative de transformation ne fait que transformer les esprits sains en esprits malades, car comme l'a écrit le médecin néerlandais qui a étudié les effets mentaux de la vie sous le totalitarisme, il y a en fait beaucoup de choses comparables entre les réactions étranges des citoyens du totalitarisme et de leur culture dans son ensemble, d'une part, et les réactions du schizophrène malade, d'autre part. Seule une classe dirigeante en proie à l'illusion peut penser qu'elle possède le savoir, la sagesse et l'intelligence nécessaires pour prendre le contrôle de la société du haut en bas de l'échelle. Ce n'est que lorsque les illusions sont fortes que l'on peut penser qu'une société composée, d'une part, de dirigeants assoiffés de pouvoir et d'autre part, d'une population psychologiquement arriérée, aboutira à autre chose qu'à une misère généralisée et à la destruction de la société. Mais qu'est-ce qui déclenche la psychose du totalitarisme? L'élite dirigeante d'une société est le point de départ de la psychose de masse du totalitarisme, comme nous l'avons vu dans le film précédent de cette série. Qu'ils soient politiciens, bureaucrates ou capitalistes de connivence, les membres de cette classe sont enclins à des illusions qui renforcent leur autorité, et rien n'attire plus ceux qui ont soif de pouvoir que l'idée qu'ils peuvent et doivent gouverner et dominer une communauté. Lorsqu'une classe dirigeante adopte une idéologie politique telle que le communisme, le fascisme ou la technocratie, l'étape suivante consiste à infecter la population avec la psychose de masse du totalitarisme afin de la persuader d'accepter son pouvoir. À de nombreuses reprises au cours de l'histoire, cette psychose a été provoquée par une manipulation appropriée des émotions du groupe, comme le décrit Mirle. Le terme « menticide », qui vient de l'anglais « killing of the mind », tuer l'esprit, désigne les moyens généraux par lesquels les membres d'une élite dirigeante peuvent atteindre cet objectif. Comme l'explique Mirle,
Le menticide est un crime ancien contre l'esprit humain qui a été réorganisé. Grâce à un système systématique de perversion judiciaire et d'intervention psychologique, la classe dirigeante peut incruster ses propres idées opportunistes dans l'esprit des personnes qu'elle a l'intention d'exploiter et de détruire. La première étape de la préparation d'une population à l'homicide consiste à instiller la terreur. Une personne est particulièrement vulnérable au déclin dans les illusions de la folie lorsqu'elle est submergée par des émotions désagréables telles que la peur ou l'anxiété. Des menaces réelles, imaginaires ou inventées peuvent être utilisées pour susciter l'effroi, mais les vagues de terreur constituent une tactique particulièrement puissante. Cette méthode alterne les périodes de calme et les semailles de peur, mais chacun de ces intervalles est suivi par la création d'un sort de peur encore plus intense que celui qui l'a précédé. Comme l'écrit Mirleux, ce processus peut se répéter à l'infini parce que les gens sont encore troublés par leurs expériences passées. À chaque nouvelle campagne de propagande, la moralité recule et les effets psychologiques s'intensifient. Elle touche un public déjà réceptif. Alors qu'une population est préparée à l'assassinat par la terreur, les esprits sont brisés par l'utilisation de la propagande pour diffuser de fausses informations et créer des malentendus sur la nature du problème et des menaces. Des nouvelles contradictoires, des informations illogiques et des mensonges purs et simples peuvent être utilisés par les responsables gouvernementaux et leurs assistants dans les médias, car plus les gens sont désorientés, moins ils seront en mesure de gérer la situation et de réduire leur peur d'une manière raisonnable et adaptée. Comme le dit Mirleux, jamais dans l'histoire il n'y a eu de moyen aussi efficace pour manipuler une société jusqu'à la psychose du totalitarisme. En d'autres termes, la confusion accroît la vulnérabilité des dissidents aux illusions de la dictature. Les personnes en position d'autorité peuvent facilement attaquer les perceptions du public grâce aux smartphones, aux médias sociaux, à la télévision et à l'Internet, ainsi qu'aux algorithmes qui filtrent rapidement le flux d'informations indésirables. De plus, comme ces technologies créent une dépendance, un nombre remarquablement élevé d'individus s'exposent volontairement à la propagande de la classe dirigeante. Les sens sont constamment inondés de stimuli. L'homme n'apprend plus à scruter son environnement. L'écran lui fournit des réponses toutes faites. L'isolement des victimes et l'entrave à leurs relations sociales habituelles est une autre mesure que les dirigeants totalitaires en puissance peuvent prendre pour augmenter la probabilité d'une psychose totalitaire. Une personne est beaucoup plus sujette au délire lorsqu'elle est seule et qu'elle n'a pas d'interaction régulière avec ses amis, sa famille et ses collègues, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est coupée du pouvoir correctif de l'exemple positif, car tout le monde n'est pas dupe des plans de la classe dirigeante, et ceux qui sont capables de voir clair dans la propagande peuvent aider à sauver les autres de l'attaque mentale. Toutefois, l'impact de ces expériences positives est considérablement réduit si l'isolement est imposé. Cependant, les êtres humains, comme beaucoup d'autres espèces, sont plus facilement conditionnés à de nouveaux schémas de pensée et de comportement lorsqu'ils sont séparés, ce qui est une autre raison pour laquelle l'isolement rend les attaques mentales plus efficaces. Ou, comme le dit Mirleux Ivan Pavlov, un physiologiste qui a étudié le conditionnement comportemental, a fait une autre découverte importante. Le meilleur environnement pour développer le réflexe conditionné serait un laboratoire calme, avec peu de distractions. Tous les dresseurs d'animaux le savent par expérience. Pour apprivoiser des animaux sauvages, il faut les isoler et répéter patiemment les stimuli. Cette norme a été respectée par les totalitaristes. Ils savent que l'isolement de leurs victimes politiques est le moyen le plus rapide de les conditionner. Une population soumise à un assaut menticide devient sans défense et désespérée lorsqu'elle est laissée seule, déconcertée et battue par des vagues d'horreur. Les esprits autrefois rationnels sont transformés en maisons de jeu pour les forces irrationnelles par le barrage constant de la désinformation. Les masses aspirent à un retour à une société plus ordonnée, car le tumulte règne à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'elles. Le moment est venu pour les totalitaires potentiels de faire le dernier pas. Dans un monde qui semble aller rapidement dans la direction opposée, ils peuvent fournir un moyen d'échapper et de revenir à l'ordre. Mais tout cela a un coût. La classe dirigeante doit prendre le contrôle de toutes les facettes de la vie et les masses doivent renoncer à leur liberté. Elles doivent devenir des sujets dociles et soumis
et renoncer à leur capacité d'être des individus indépendants et autonomes. En d'autres termes, le peuple doit succomber aux illusions de la folie totalitaire. Les régimes totalitaires du XXe siècle sont un exemple d'une forme de folie collective. La raison et la décence humaine élémentaire sont rendues impossibles dans un tel système, que ce soit progressivement ou brusquement. Tout ce qui existe, c'est un sentiment généralisé de peur et une projection de l'ennemi que l'on croit être parmi nous. Ainsi, sous la pression de la classe dirigeante, la société se retourne contre elle-même. Cependant, l'ordre d'un monde totalitaire est pathologique. En imposant un conformisme rigide et en exigeant l'obéissance aveugle de la population, le totalitarisme supprime la spontanéité à l'origine de nombreux plaisirs de la vie et l'innovation qui propulse la société vers l'avant. Quel que soit le nom qu'on lui donne, le contrôle total de ce type de règles, qu'il émane d'un dictateur, de scientifiques ou de médecins, ou encore de politiciens et de bureaucrates, engendre la mort, la destruction et la stagnation à grande échelle. C'est pourquoi la question de savoir comment mettre fin au totalitarisme est peut-être la plus cruciale à laquelle le monde est actuellement confronté. Est-il possible d'annuler les effets de l'introduction d'une société dans les phases initiales de cette psychose de masse? Certaines actions peuvent être menées pour contribuer à la guérison, même s'il est impossible de prédire l'issue d'une folie collective. Toutefois, cette entreprise nécessite un large éventail d'approches de la part d'un grand nombre d'individus, car la contre-attaque doit être multiforme, à l'image de l'attaque menticide. Selon Carl Jung, la première étape pour ceux d'entre nous qui veulent contribuer à la restauration de la santé mentale dans un monde dément est d'organiser nos propres pensées et de mener une vie qui serve d'exemple aux autres. Le cri de notre génération pour la personnalité rédemptrice, la personne qui peut se libérer des griffes de la psychose collective et sauver au moins sa propre âme, n'est pas vain. Il éclaire l'espoir des autres en annonçant qu'au moins un homme a réussi à se libérer de l'identité mortelle avec la psyché du groupe. Cependant, d'autres actions peuvent être entreprises si l'on vit d'une manière qui n'est pas influencée par la psychose. La vérité étant plus puissante que la fiction et les mensonges promus par les dirigeants totalitaires en puissance, les informations qui contredisent la propagande doivent être diffusées aussi largement que possible. Par conséquent, leur succès dépend en partie de leur capacité à restreindre la libre circulation de l'information. Une autre stratégie consiste à délégitimer la classe dirigeante par l'humour et la dérision. Comme le note Mirleux, nous devons apprendre à utiliser la dérision comme une arme contre les démagogues et les dictateurs en puissance parmi nous. Le démagogue lui-même est presque incapable d'humour et il commencera à s'effondrer si nous nous moquons de lui. La construction de ce que l'on appelle des structures parallèles est une stratégie préconisée par Václav Havel, un rebelle politique sous le gouvernement communiste soviétique, qui est ensuite devenu président de la Tchécoslovaquie. Tout type d'institution, d'entreprise, d'organisation, de technologie ou d'effort créatif qui est à la fois éthiquement et géographiquement situé en dehors d'une société totalitaire est considéré comme ayant une structure parallèle. Havel a observé que ces systèmes parallèles étaient plus efficaces contre l'autoritarisme dans la Tchécoslovaquie communiste que l'activité politique. En outre, comme le décrit Havel dans son livre « The Power of the Powerless », une seconde culture ou civilisation parallèle émerge d'elle-même et sert de havre de liberté et de raison dans un monde totalitaire, à condition que suffisamment de structures parallèles soient établies. Qu'est-ce que les structures parallèles pourraient être d'autre qu'un espace où une autre vie peut être vécue, une vie qui est en accord avec ses propres objectifs et qui s'organise en fonction de ses objectifs? Ces premières tentatives d'auto-organisation sociale sont-elles autre chose que les tentatives d'un segment particulier de la société de se libérer des éléments auto-entretenus du totalitarisme et par conséquent de se retirer radicalement de sa participation au système totalitaire? Mais c'est surtout l'action du plus grand nombre qui est nécessaire pour éviter le basculement dans la folie du totalitarisme. En effet, de même que la classe dirigeante ne reste pas inactive, mais travaille activement à l'accroissement de son pouvoir, de même un effort concerté et actif doit être fait pour ramener le monde à un état de liberté. Dans un monde qui succombe aux illusions de la dictature, la tâche peut être énorme, mais comme l'a souligné Thomas Paine, la tyrannie est difficile à vaincre, tout comme l'enfer.
Néanmoins, nous avons la certitude réconfortante que plus la lutte est difficile, plus la victoire est magnifique. Qu'avez-vous appris aujourd'hui sur les menaces de psychose de masse? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le sujet, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec quelqu'un qui a également besoin de la voir. Diffusons ces connaissances et luttons ensemble contre les illusions.